Pourquoi appelle-t-on les Jeux de 1900 les Jeux Olympiques disparus? Ces Jeux Olympiques coïncident avec l'Exposition universelle de Paris. Elle doit montrer au monde entier la modernité de la France. Elle présente des technologies nouvelles pour l'époque. Le cinéma des Frères Lumière, le métro parisien, ou encore la plus grande lunette astronomique du monde de près de 60 mètres de long. Une place est accordée au sport dans l'exposition universelle, mais celle-ci est jugée trop infime par Coubertin. Après des mois de débats, Coubertin doit s'y résoudre. Les concours de l'exposition universelle tiendront lieu de Jeux Olympiques pour 1900 et comptent comme équivalent de la deuxième Olympiade, selon ses mots. Aux épreuves qui seront qualifiées plus tard d'épreuves olympiques vont s'ajouter tout un tas d'épreuves sportives très atypiques, car aux Jeux officiels s'ajoutent des épreuves organisées dans le cadre de l'exposition universelle. Au total, 477 épreuves sont comptabilisées par le rapport officiel de l'exposition universelle, dont seulement 95 seront reconnues comme épreuves olympiques par le Comité international olympique. Parmi les épreuves les plus atypiques qui ne seront pas reconnues par le CIO, citons le tir au canon, la manœuvre de pompe à incendie, les concours de ballons aérostats ou encore la colombophilie. On peut finalement parler de jeux disparus ou volatilisés, d'abord dans le temps, puisqu'ils vont durer près de 5 mois, du 14 mai au 28 octobre 1900, mais aussi dans l'espace, puisqu'aux deux grands emplacements périphériques des jeux, le Bois de Boulogne et Vincennes, vont s'ajouter le golf à Compiègne ou encore la voile au Havre. Ces jeux seront les premiers auxquels des femmes vont participer. Coubertin s'y opposait fermement. Écoutons un extrait d'une interview qu'il donne en 1935 en préparation des Jeux de Berlin 1936. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics. Aux Jeux olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Alfred Picard, commissaire général de l'exposition universelle, est aussi un adversaire farouche de Coubertin. Pour sa part, Picard autorise les femmes à participer aux compétitions. Ainsi, 22 femmes sont reconnues comme athlètes officielles par le CIO, soit environ 2,5% des 997 participants aux Jeux de 1900. Il faudra attendre les Jeux d'Amsterdam en 1928 pour voir le nombre de femmes participantes aux Jeux dépasser les 10%. À Rome, en 1960 encore, les femmes ne représenteront que 20% du total des athlètes qui vont concourir. En 2024, enfin, la parité sera atteinte puisque sur les 10 500 sportifs engagés, 5 250 seront des femmes. Parmi les participantes aux Jeux de 1900, citons Charlotte Cooper qui remporte le 11 juillet sur le court en terre battue de l'île de Puteaux la finale du simple dames en battant la Française Hélène Prévost 6-1, 6-4. Elle devient ainsi la première femme médaillée olympique. Autre sportive remarquée, histoire assez cocasse, Margaret Abbott. Cette jeune étudiante de 23 ans, originaire de Chicago, est venue avec sa mère visiter l'exposition universelle. Elles s'inscrivent toutes deux au tournoi international de golf organisé au golfe de Compiègne. Le 4 octobre, Margaret remporte le meilleur score et remporte sur le parcours de 9 trous la meilleure place. Sa mère finit quant à elle à la 7e place. Margaret, qui pense avoir remporté un quelconque tournoi de golf amateur, devient ainsi la première championne olympique américaine, la seule titrée dans son sport pour les 116 ans à venir. Elle est également la seule sportive à avoir participé officiellement à une épreuve en compagnie de sa mère. Ces Jeux de 1900 sont aussi marqués par la première participation d'un athlète de couleur. Constantin Enriquez de Subirá, franco-haïtien arrivé en France en 1893, occupe le poste de 3/4 L au sein de l'équipe de France de rugby. Le sport est alors appelé football-rugby. Le premier match prévu oppose la France à l'Allemagne le 14 octobre 1900. La rancœur côté français est encore très vive, marquée par la guerre de 1870 et le siège de Paris. La tension est tellement palpable les jours précédant l'épreuve que le ministère de l'Intérieur envisage même de l'annuler purement et simplement. Pour la première fois de l'histoire des Jeux modernes, la rivalité entre nations se retrouve sur un terrain de sport. Le match se tient finalement sous des trompes d'eau. Les Allemands dominent la première période face à des Français complètement dépassés. Ils mènent 14-5 à la mi-temps. Mais Subirá et ses coéquipiers se réveillent en deuxième partie du match. Ils inversent le cours du jeu et l'emportent finalement 27-17. Les 6000 spectateurs réunis dans les tribunes du stade de Vincennes exultent. Le match se termine finalement par un repas au restaurant assez bon enfant qui réunit les équipes allemandes et françaises. Le 5 août 1900,
se tient au bois de Boulogne une épreuve assez répandue à l'époque, le tir au pigeon vivant. La règle du tournoi est assez simple, le tireur est éliminé à partir du moment où il rate 2 pigeons consécutivement. 34 concurrents se présentent sur le pas de tir, pour ce qui apparaîtra plus tard comme un véritable bain de sang. Plus de 300 pigeons sont abattus en l'espace de quelques heures. C'est le Belge Léon de Lunden qui décroche le titre olympique avec 21 pigeons abattus sur 21 lâchés. En 1988, l'historien Andrew Strunk rapporte dans un article l'état du champ de tir après cette épreuve olympique. Je le cite. Les oiseaux estropiés se tordaient sur le sol, le sang et les plumes volaient dans l'air, et les femmes assises à côté, sous leurs ombrelles, étaient en pleurs. Cette pratique assez cruelle n'a été interdite en France qu'en 1976. Autre anecdote assez cocasse sur les Jeux de 1900, celle du champion inconnu. Le 26 mai 1900, lors des épreuves de voile, le couple de barreurs néerlandais se retrouve soudain sans un barreur de remplacement. Un jeune garçon français est choisi pour faire l'affaire et va aider le couple néerlandais à s'imposer de justesse. Ce garçon français se joint ensuite à la cérémonie de la victoire où il est même pris en photo, puis il disparaît soudainement. Après des années de recherche, aucun indice n'a été trouvé sur son identité. On ne connaît encore ni son nom ni son âge. À en croire son physique, il aurait entre 7 et 12 ans. Lors des Jeux de 1896, les nageurs s'étaient affrontés dans la rade du Pirée. À Paris, en 1900, c'est la Seine qui va servir de piscine olympique. Entre Courbevoie et le pont d'Asnières sont organisées plusieurs épreuves sportives. La circulation des péniches n'a pas été interrompue et les nageurs vont devoir slalomer entre les bateaux qui continue de parcourir la Seine. C'est un nageur hongrois, Zoltán von Halmé, qui plonge pour l'épreuve des 200 mètres nage libre. Il va utiliser à cette occasion une technique jusque-là inconnue en Europe, le crawl. Cette technique a été importée d'Australie. Selon la légende, c'est en observant des aborigènes en train de ramper, to crawl en anglais, que les frères Cavill ont eu l'idée de transformer la posture des aborigènes en technique de nage. Avec 101 médailles au total, 26 en or, 41 en argent, 34 en bronze, la France domine pour la première et unique fois de son histoire le palmarès olympique. Un résultat peu surprenant puisque la moitié des athlètes qui ont participé aux épreuves reconnues comme olympiques par le CIO étaient eux-mêmes français. Si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez continuer à parcourir avec moi l'histoire des Jeux olympiques modernes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt pour les Jeux de 1904.